Le président de la Fédération espagnole de football, dans une intervention qui a rapidement enflammé les plateaux et les réseaux, le dirigeant espagnol a tenu des propos qui ont été interprétés comme une critique sévère de l'image laissée par la compétition africaine. Selon lui, certains événements survenus lors de la CAN auraient nui à la perception du football à l'échelle mondiale. Des mots forts, prononcé par un responsable qui pèse dans le paysage du football international. Mais au-delà des polémiques africaines, une autre phrase a retenu l'attention des observateurs les plus attentifs. Une phrase qui dépasse le cadre d'un simple commentaire. Une phrase qui touche à l'échiquier du football mondial. En évoquant la Coupe du Monde 2030, une édition historique éclatée entre plusieurs pays et plusieurs continents, le dirigeant espagnol a tenu un discours d'une assurance remarquable. Sans triomphalisme excessif, mais avec une confiance presque institutionnelle, il a rappelé que Madrid dispose, selon lui, de tous les atouts nécessaires pour accueillir un événement d'une telle ampleur, y compris une finale. Et ce n'était pas une déclaration lancée au hasard. L'Espagne, il faut le reconnaître, avance des arguments solides. Une tradition d'organisation de grandes compétitions internationales. Des stades déjà aux normes FIFA, modernisés, connectés, sécurisés, un réseau de transport dense, une capacité hôtelière éprouvée, une expérience logistique acquise au fil de décennies d'événements sportifs majeurs. Sur le papier, le pays coche toutes les cases du cahier des charges du football moderne. Mais dans le monde du football international, les mots ont souvent plusieurs lectures. Pour certains, cette sortie relève simplement de la projection naturelle d'un pays qui se prépare, qui planifie, qui affiche sa disponibilité et sa compétence. Une posture logique dans un processus où chaque nation hôte cherche à démontrer qu'elle est prête à assumer les plus grandes responsabilités. Pour d'autres, plus rompus aux coulisses de la gouvernance du football, cette déclaration ressemble davantage à un signal diplomatique, une manière subtile de s'inscrire dans le débat avant même qu'il ne soit officiellement ouvert, une façon de rappeler le poids de l'Espagne dans les équilibres européens et plus largement dans les cercles d'influence de la FIFA. Car une Coupe du Monde ne se joue pas uniquement sur le terrain. Elle se joue aussi dans les réunions, les rapports techniques, les jeux d'alliance, les équilibres géopolitiques. En affirmant publiquement la capacité de Madrid à accueillir le match le plus symbolique du tournoi, le dirigeant espagnol ne parlait pas seulement d'infrastructure. Il parlait de crédibilité, de stabilité, d'image. Il positionnait son pays comme un pilier sûr dans une organisation multicentrique, complexe et hautement stratégique. C'est ce qui donne du poids à ces mots. Ce ne sont pas les propos d'un supporter enthousiaste ou d'un consultant médiatique. Ce sont ceux d'un responsable qui connaît les rouages du système, qui sait que chaque prise de parole peut influencer une perception, un climat, une orientation future. Et dans une Coupe du Monde 2030, déjà chargée de symboles historiques et politiques, chaque phrase de ce type devient un élément du puzzle. Le football, ici, dépasse largement le rectangle vert. Et c'est précisément à ce moment-là que le discours quitte le terrain diplomatique pour entrer dans une zone beaucoup plus sensible. Après avoir salué la qualité des infrastructures et l'organisation matérielle observées au Maroc, le dirigeant espagnol a opéré un virage subtil mais significatif. Il ne parlait plus de stade, ni de logistique, ni de modernité. Il parlait d'image, d'émotion, de perception. Bref, de ce qui marque durablement l'opinion mondiale. Il a évoqué avec gravité les scènes de tension qui ont émaillé la compétition. Et surtout la finale, ce match censé être la vitrine du football africain, son moment de prestige absolu. Un rendez-vous où chaque détail compte, où chaque décision est scrutée, où la moindre controverse prend une dimension internationale, car aujourd'hui, un incident ne reste plus confiné à un stade. Il devient un extrait partagé des millions de fois, un ralenti analysé image par image, un débat qui traverse les continents en quelques minutes. Les séquences litigieuses de cette CAN ont suivi ce chemin. Elles ont circulé sur les chaînes européennes, africaines, américaines. Elles ont envahi les plateaux, les réseaux sociaux, les émissions spécialisées. Chaque geste a été disséqué. Chaque décision arbitrale a donné lieu à des interprétations parfois diamétralement opposées. Et c'est là que se situe le cœur du problème. Pour une partie des observateurs, ces situations relèvent de ce que le football connaît depuis toujours, l'erreur humaine amplifiée par la pression d'une finale, la vitesse du jeu, la complexité des actions. Même avec la VAR, disent-ils, l'interprétation reste humaine et donc imparfaite. Mais pour d'autres, ces mêmes décisions ne sont pas perçues comme de simples imprécisions. Elles ont laissé un goût amer, un sentiment d'injustice.
l'impression que certaines équipes ont été désavantagées dans des moments clés. Et dans un tournoi aussi suivi, ce ressenti devient une onde de choc émotionnel. Le football moderne ne se joue plus seulement sur des faits, mais sur la confiance collective. Quand une partie du public doute, ce doute devient un sujet en soi. Quand des images alimentent ce doute, le débat dépasse le cadre sportif. Il touche à la crédibilité de la compétition. C'est ce climat que le responsable espagnol semble avoir voulu évoquer. Non pas un jugement technique détaillé, mais une inquiétude plus large sur l'impact de ces scènes sur l'image du football à l'échelle mondiale. Parce qu'au sommet du sport international, l'image compte autant que le résultat. Du côté algérien, le tournoi n'a pas seulement été vécu comme une succession de matchs. Il a été ressenti, pour une partie du public, comme une épreuve chargée de frustration et d'incompréhension. Dans les cafés, sur les plateaux télé, dans les discussions de supporters, un même sentiment est revenu avec insistance, celui d'une sélection qui n'aurait pas évolué dans un environnement neutre. Certains pointent d'abord les difficultés rencontrées par des supporters pour obtenir des billets lors de certaines rencontres de l'équipe nationale. Files d'attente virtuelles, plateformes saturées, incompréhension logistique. Pour beaucoup, ces obstacles ont été interprétés non comme de simples dysfonctionnements, mais comme un frein ayant privé l'équipe d'un soutien massif dans les tribunes. Dans un tournoi continental où l'ambiance joue un rôle émotionnel immense, cette impression a laissé des traces. À cela s'ajoutent les décisions arbitrales jugées sévères par une frange du public algérien. Fautes sifflées, duels interprétés, situations litigieuses, des actions qui, dans le feu du match, ont nourri le sentiment que les choix penchaient rarement en faveur des Verts. Là encore, il s'agit d'interprétations souvent amplifiées par les ralentis et les analyses d'après-match, mais qui ont construit un récit collectif puissant. Enfin, beaucoup ont parlé d'un climat perçu comme hostile, non pas forcément à travers des faits formellement établis, mais à travers une accumulation de signaux, de ressentis, d'impressions. Une sensation de ne pas évoluer dans un contexte serein, d'être constamment sous tension, sous pression, sous suspicion. Il est important de le rappeler, aucune instance officielle n'a confirmé l'existence d'un traitement délibérément injuste envers la sélection algérienne. Sur le plan institutionnel, rien n'atteste d'une volonté organisée de nuire. Mais le football ne vit pas uniquement de rapports et de communiqués. Il vit aussi d'émotions collectives, de perceptions partagées, de sentiments qui, qu'ils soient objectivement fondés ou non, deviennent une réalité sociale. Et dans le football moderne, cette dimension est cruciale, parce qu'une compétition peut être réglementairement correcte, tout en laissant une partie de son public convaincu du contraire. Or, quand la confiance se fragilise, le débat ne s'éteint pas au coup de sifflet final. Il continue, il grandit et il façonne la mémoire du tournoi autant que les résultats inscrits sur le tableau d'affichage. La finale entre le Sénégal et le Maroc n'a pas seulement été un sommet sportif. Elle est devenue le point de convergence de toutes les tensions accumulées durant le tournoi, le moment où chaque détail a pris une dimension disproportionnée. Et au cœur de cette soirée électrique, une séquence a cristallisé les regards. Une serviette, oui, une simple serviette, placée derrière les buts du gardien sénégalais à l'approche de la séance de tir au but, elle est soudainement devenue l'objet d'échanges tendus entre joueurs, d'interruptions, de discussions animées. Les caméras étaient là, les micros aussi. Et en quelques secondes, ce qui aurait pu rester un geste anodin s'est transformé en scène virale. Un détail, à première vue, oui. Mais dans une finale continentale, sous une pression maximale, il n'existe plus vraiment de détails. Chaque mouvement est interprété, chaque attitude est chargée de sens. Le moindre incident devient un symbole de quelque chose de plus grand. Nervosité, stratégie, provocation, désorganisation. Chacun y projette sa lecture. Les images ont tourné en boucle, ralenti, gros plan, analyse sur les plateaux. Les réseaux sociaux se sont emparés de la scène, la sortant de son contexte pour en faire un moment clé du récit du match. Très vite, deux lectures se sont opposées. Certains ont estimé que l'arbitre aurait dû intervenir plus fermement pour faire retomber la tension, rétablir l'ordre et éviter que la situation ne dégénère en confusion inutile avant un moment aussi crucial. Pour eux, cette séquence symbolise un manque d'autorité et de gestion dans un instant où la maîtrise devait être totale. D'autres, au contraire, y voient simplement l'expression brute de la pression d'une finale. Des joueurs à bout de nerfs, un enjeu immense, une atmosphère électrique. Dans ces conditions, disent-ils, quelques frictions relèvent presque de la nature humaine. Rien d'orchestré, rien d'extraordinaire, seulement le chaos émotionnel d'un moment décisif.
Mais qu'on y voit un incident mineur ou un signe de désordre plus profond, cette scène illustre une réalité du football moderne. Ce ne sont plus seulement les buts qui écrivent l'histoire d'une finale, ce sont aussi les images périphériques, les gestes en arrière-plan, les instants de tension qui, une fois isolés par les caméras, deviennent des symboles durables. Et parfois, une simple serviette suffit à résumer toute la nervosité d'un continent suspendu à un tir au but. Au coup de sifflet final, le match s'est terminé. Mais le débat, lui, ne faisait que commencer. Dans la foulée de la rencontre, le président de la fédération sénégalaise est apparu face au micro avec un ton grave, presque solennel. Pas de colère spectaculaire, pas de débordement verbal, mais une fermeté claire. Il a évoqué des décisions arbitrales qu'il a jugées difficiles à comprendre, parlant d'actions clés qui, selon lui, méritaient des explications plus détaillées. Son message dépassait le seul cadre de la déception sportive. Il insistait sur un principe, la transparence. Dans un football où la technologie est omniprésente, où la VAR intervient sur les moments décisifs, il estimait que les acteurs et le public ont besoin de comprendre les logiques derrière certaines décisions qui changent le destin d'un match. De l'autre côté, la réponse institutionnelle est arrivée par le canal de la commission d'arbitrage de la CAF. Un ton très différent, plus froid, plus technique, plus réglementaire. Le discours s'est appuyé sur des éléments de procédure, des cadres de jeu, des détails d'application des lois du football. Et parmi ces points abordés figurait même la question inattendue de la serviette placée derrière les buts, un aspect présenté sous l'angle du règlement et de la gestion de la zone technique. Ce décalage a frappé les observateurs. D'un côté, un discours porté par l'émotion du terrain, centré sur le ressenti d'injustice et l'impact direct sur le résultat. De l'autre, une réponse institutionnelle, structurée, détachée, qui semblait traiter la situation comme un dossier technique parmi d'autres. Pour certains, cette approche a donné l'impression que l'essentiel était contourné, que l'on répondait à la périphérie du problème plutôt qu'au cœur des décisions contestées. Une manière, selon eux, d'éteindre l'incendie par des détails réglementaires sans vraiment aborder les actions qui ont fait basculer la finale. Pour d'autres, au contraire, c'est précisément le rôle d'une commission d'arbitrage. Parler loi, procédure, cadre. Pas émotion, pas interprétation médiatique. Dans cette lecture, il ne s'agissait pas de minimiser, mais de replacer le débat dans le seul terrain qu'une instance officielle peut occuper, celui du règlement. Ce contraste illustre une fracture classique du football moderne. Les acteurs vivent les matchs dans l'intensité, l'adrénaline, l'injustice ressentie. Les institutions répondent avec texte, protocole et formulation mesurée. Entre les deux, le public observe et choisit la version qui résonne le plus avec ce qu'il a vu ou cru voir sur le terrain. Et au fond, derrière la succession d'images, de polémiques et de déclarations croisées, le débat dépasse largement le cadre d'un seul match ou d'une seule compétition. Il touche à quelque chose de plus vaste, de plus sensible, de plus structurel. Le football africain, aujourd'hui, est en pleine croissance. Les stades se modernisent, les audiences explosent, les talents s'exportent vers les plus grands clubs du monde. Le niveau technique progresse. La CAN est devenue un produit suivi bien au-delà du continent. Mais avec cette montée en puissance vient une exigence nouvelle, celle de l'image. À l'ère des diffusions mondiales et des réseaux sociaux, une controverse locale devient instantanément un sujet international. Une décision arbitrale discutée à Dakar ou Alger se retrouve analysée à Madrid, Paris ou Buenos Aires. Le football africain n'évolue plus dans un espace isolé. Il est observé, comparé, jugé à l'échelle globale. D'où cette question qui revient avec insistance. Existe-t-il un problème d'image, non pas forcément lié au niveau de jeu, mais à la gestion des moments sensibles, car dans le football moderne, le silence institutionnel est rarement neutre. Quand une décision majeure suscite un débat massif et qu'aucune explication claire n'est fournie, un vide se crée. Et ce vide, très vite, est rempli par les interprétations, les soupçons, les récits alternatifs. C'est là que la communication devient un enjeu aussi stratégique que l'organisation elle-même. Beaucoup d'instances dans d'autres confédérations ont commencé à explorer davantage de transparence, publication d'échanges VAR, débriefing arbitrage, rapports techniques accessibles. Non pas pour éliminer toute contestation, ce qui est impossible, mais pour réduire la zone grise où naissent les doutes. Parce que la question n'est pas seulement l'arbitre avait-il raison selon le règlement, mais aussi le public comprend-il pourquoi cette décision a été prise?
Et quand cette compréhension manque, ce n'est pas forcément un complot qui prend racine, c'est quelque chose de plus insidieux, l'érosion de la confiance. Or, le football repose sur un pacte invisible. Les joueurs acceptent l'autorité de l'arbitre. Les équipes acceptent le verdict du terrain. Les supporters acceptent la défaite, à condition de croire que le cadre est équitable. Quand cette croyance se fragilise, le jeu continue, les trophées sont remis, les classements sont officiels, mais le bruit ne disparaît pas. Il s'installe, il enfle, il accompagne chaque nouvelle décision. Et dans le football, quand la confiance se fissure, ce n'est plus le ballon qui occupe tout l'espace, c'est le doute. Lorsqu'un responsable européen de premier plan prend la parole sur ce type de sujet, le débat change immédiatement de dimension. On ne se trouve plus dans le registre passionné des supporters, ni dans l'analyse d'après-match entre consultants. On bascule dans un espace beaucoup plus sensible, celui de la gouvernance du football, là où chaque mot a un poids diplomatique, là où une déclaration publique peut influencer des perceptions bien au-delà du terrain, parce qu'à ce niveau, parler n'est jamais anodin. Un dirigeant de cette stature ne s'exprime pas seulement en son nom, il parle depuis une fédération influente au cœur d'un écosystème européen qui pèse lourd dans les équilibres de la FIFA. Ses propos sont écoutés, notés, interprétés dans les couloirs des instances internationales. Forcément, cela place la CAF sous une lumière plus forte, une lumière qui ne concerne pas uniquement le spectacle ou l'organisation matérielle, mais la gestion institutionnelle. Arbitrage, communication, capacité à répondre aux controverses. Ces déclarations ravivent aussi un débat récurrent, celui du rôle et de la perception de l'arbitrage africain sur la scène mondiale. Non pas parce que l'Afrique serait isolée dans ces polémiques, toutes les grandes compétitions en connaissent, mais parce que chaque controverse dans un tournoi continental devient, à ce stade de visibilité, un sujet global. Et c'est là un point essentiel. La CAN n'est plus un événement regardé uniquement par les pays participants. Elle est suivie par les recruteurs européens, les diffuseurs internationaux, les sponsors mondiaux, les instances du football planétaire. Chaque édition devient une vitrine du continent. Dans ce contexte, les paroles d'un dirigeant extérieur agissent comme un amplificateur. Elles donnent une résonance institutionnelle à des débats qui, autrement, seraient peut-être restés cantonnés aux sphères locales ou médiatiques. Cela ne signifie pas que tout est remis en cause, mais cela rappelle une réalité incontournable du football moderne. La perception internationale compte presque autant que la réalité du terrain. Et lorsque le regard extérieur se fait plus critique, la pression augmente, non pas seulement pour corriger d'éventuelles erreurs, mais pour protéger la crédibilité d'une compétition qui fait désormais partie du paysage mondial du sport. Cette CAN ne s'est pas refermée avec la remise du trophée et les feux d'artifice. Elle a laissé derrière elle autre chose qu'un palmarès. Elle a ouvert un dossier complexe, fait d'images qui tournent en boucle, d'émotions à vif, de décisions disséquées, de ressentis qui traversent les frontières. Un dossier où le sportif et le symbolique s'entremêlent, où un geste, une séquence, une déclaration prennent une dimension qui dépasse largement le cadre du terrain. Parce que le football africain n'est plus en marge. Il est au centre. Et grandir dans le sport mondial signifie entrer sous une lumière de plus en plus crue. Les stades sont plus beaux, les audiences plus larges, les talents plus visibles. Mais cette exposition a un prix. Chaque détail devient un signal. Chaque controverse devient un débat international. Chaque silence institutionnel devient une question. Autrefois, certaines polémiques restaient locales, absorbées par le rythme des compétitions suivantes. Aujourd'hui, rien ne disparaît vraiment. Les images circulent, s'archivent, se rejouent. Elles alimentent des récits qui façonnent la mémoire d'un tournoi autant que les résultats eux-mêmes. C'est cela le véritable tournant. La CAN n'est plus seulement un événement continental célébré pour son intensité et son talent. Elle est une vitrine du football africain face au monde. Et dans une vitrine, tout se voit, le beau comme le fragile. Sous cette lumière, l'exigence change. On ne juge plus seulement la qualité du jeu, on juge la gestion, la communication, la crédibilité. Ce tournoi aura sacré un champion, mais il aura aussi rappelé une vérité du football moderne. Plus un sport grandit, plus le moindre détail peut devenir une affaire mondiale.